Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 3 du Prince de Machiavel, qui se nomme des principautés mixtes. Des principautés mixtes, c'est-à-dire un ensemble qui regroupe en son sein des principautés héréditaires et des principautés nouvelles. Nous verrons donc dans cet épisode de quelle façon elles sont acquises et vis-à-vis de cette acquisition, de les conserver de façon pérenne, de voir comment est-il possible de les garder sur le long terme. Alors déjà, pour conquérir une province, un territoire, une principauté ou un état, il va falloir avoir la faveur du peuple qui est basé localement. C'est-à-dire une faveur envers un changement de pouvoir, un changement de gouvernement. Si ce n'est pas le cas, ça va être très compliqué. Prenons l'exemple des soviétiques en Afghanistan lors de la guerre soviéto-afghane entre 1979 et 1989. Les soviétiques veulent remettre en place un gouvernement qui est pro-URSS, mais malheureusement pour eux, la population n'est pas en faveur de cela, n'a pas cette volonté. Et donc cela les mènera dans un bourbier, parce que cette volonté de vouloir avoir un autre gouvernement va être exploitée par les Américains. Et cela mènera à un échec en 1989, un échec qui sera l'un des facteurs de leur chute le 25 décembre 1991, la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc les hommes aiment à changer de maître si cela leur sera bénéfique. Bon, c'était pas dans le cas soviéto-afghan, c'était pas pour les Afghans, c'était pas forcément bénéfique. Ça a été du coup vain pour les soviétiques. Mais si on déclenche l'étincelle qui fera que le peuple donne sa bénédiction à notre entrée, là, ça risque de jouer en notre faveur. Par exemple, prenons l'exemple de la Crimée annexée en 2014 par la Fédération de Russie. La population qui était basée là-bas était majoritairement à connotation russophone, ce qui fait qu'elle était plutôt en faveur d'un rapprochement avec les Russes et d'un éloignement vis-à-vis de son gouvernement ukrainien. Et les Russes ont donc créé l'étincelle qui a tout embrasé. Mais après, il faudra faire attention lorsqu'on va conserver à ne pas frustrer ces personnes-là, parce que c'est notre appui, et que si on les déçoit dans leurs espoirs, très versatiles au début, ils pourraient allumer une brèche et qui serait exploitée par ceux dont les intérêts ont été blessés. Mais le mieux, c'est d'utiliser une rébellion qui est déjà en place. C'est-à-dire que dans le pays, par exemple, imaginons lors des printemps arabes en Tunisie avec la chute de Ben Ali, ou encore en Libye avec la chute de Kadhafi, l'on a exploité ces rébellions pour du coup aller vers nos intérêts. Par exemple avec l'opération Harmaltan, l'opération française en Libye lors de la première guerre civile libyenne, l'on a exploité les révoltes du peuple libyen pour un gouvernement démocratique pour du coup aller vers ce que l'on voulait. Donc s'il y a révolte de ceux dont les intérêts ont été blessés et du peuple brisé dans ses espérances, il va falloir y maintenir une armée. Et ça, c'est très coûteux et pas très viable sur le moyen long terme. Parce que vous imaginez qu'à la première brèche, hop, c'est fini. Et puis très coûteux financièrement, ça va être une sacrée perte pour le pouvoir. Alors il est bien plus facile de conserver des états, des principautés qui se situent dans la même contrée que la nôtre que si elle était extérieure à la nôtre. C'est-à-dire, je vais me justifier, si par exemple la Normandie était, disons, indépendante de la France. Ce serait bien plus facile de la conserver parce que on a une langue commune, disons qu'à l'époque il y avait des similitudes dans la langue, on a une histoire qui se ressemble fortement et dans la culture il y a de fortes similitudes. Il faudra juste, pour conserver cette province, veiller à 3 principaux points. Notamment le premier, éteindre la race de l'ancien prince qui gouvernait. De 2, ne pas altérer ni les lois ni le mode d'imposition. Et de 3, leur laisser leur manière d'être. Et avec le temps, les 2 États, la principauté nouvelle et la principauté héréditaire, pourront aisément s'accorder. Alors quand la principauté ne se situe pas dans la contrée dans laquelle on est établi, c'est-à-dire dans une contrée extérieure, il va falloir faire preuve d'une très grande habileté pour s'y conserver. Parce que évidemment, on n'a pas les mêmes institutions, pas la même culture, pas la même langue. Alors la première solution que nous propose Machiavel pour s'y conserver de façon pérenne, c'est que le prince aille s'y établir, c'est-à-dire qu'il y pose sa demeure. Alors ça permettrait plusieurs choses. Notamment la première
éviter que les officiers viennent dévorer la province. Hein, parce qu'on connaît tous les bails qui peuvent se passer, bon, pillage et je passe toute ignomie, mais vous m'avez compris. Ça permettrait une satisfaction de la part de la population établie, des habitants, hein, évidemment. Ça flatte l'orgueil de ceux qui y sont. Hop, oh, le prince nous considère, c'est ouf, je suis content. Et cela nous permettrait de voir les désordres à leur naissance, au lieu d'avoir une bureaucratie extravagante ou encore, à l'époque, les moyens de transmission, de communication qui étaient un peu lents. Ça avait pour conséquence un temps de décision relativement long, et ce qui n'était pas forcément efficace. Et puis c'est un peu plus dur pour l'étranger de venir assaillir cette contrée, hein, surtout si le prince y habite. Mais après, j'aimerais ajouter une petite objection à Machiavel. Enfin une petite objection, ou un petit rajout, c'est que j'imagine qu'il faut que le pouvoir central soit très bien établi. Si le prince n'est plus dans son palais, ou plus dans sa demeure, s'il est plus à l'Élysée, disons que peut y avoir des petites magouilles qui viseraient à le renverser sur son terrain central. Évidemment, pour éviter la solution de l'occupation militaire qui n'est pas très pérenne, hein, c'est-à-dire sur le long terme qui n'est pas très viable. Tout simplement par le fait que ça offense la population locale, et dès que la population trouvera un moyen pour s'en débarrasser, elle le fera. Et puis, de toute manière, c'est très coûteux, ça engage de forts moyens de la part de celui qui veut conserver. En deuxième, on pourrait établir des colonies. Alors ça évite une forte dépense militaire. Et puis, lorsqu'on établit une colonie, on prendrait des terres à certains pauvres gens qui n'ont pas vraiment de pouvoir. Et donc, ça blesserait certaines personnes et ferait peur à d'autres. C'est-à-dire que si le champ du voisin est réquisitionné pour l'établissement de la colonie, je vais être dans la difficulté pour me rebeller, parce que moi, ils me l'ont pas pris, j'ai eu ce privilège, et qu'en plus, si je me rebelle, je risque de la perdre aussi. Donc, hop, je préfère rester dans mon coin, je peux vivre comme avant, il y a juste certains qui ont été lésés. Hop, j'ai rien vu, rien entendu, et je fais comme si rien n'était. Et comme le dit Machiavel, il faut remarquer que les hommes doivent être caressés ou écrasés, ils se vengent des injures légères, ils ne le peuvent quand elles sont très grandes. D'où il soit que, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Et dans ce cas-ci, dans le cas des colonies, il faut remarquer que les hommes offensés sont dépouillés jusqu'au dernier sou, et ont très très peu de pouvoir. Et que les autres, ses compatriotes, ont peur d'être dépouillés de cette manière-ci. Donc, ne peuvent risquer leur situation. Et puis pour se conserver, il va falloir se faire chef protecteur des moins puissants, et puis travailler à affaiblir les plus puissants. Les plus puissants sont une menace, les moins puissants sont une opportunité pour contrer la menace des plus puissants déjà établis. Évidemment, il faudra aussi travailler à ne pas rendre les moins puissants trop puissants et qui deviennent une menace. Et puis les moins puissants voudront toujours se venger des plus puissants, qui les auront offensés et qui les auront blessés dans leurs intérêts. Et il faudra éviter de laisser rentrer un étranger dans notre contrée. C'est-à-dire, par exemple, Louis XII, nous prenons l'exemple Machiavel, avait fait l'erreur en Italie de faire rentrer l'Espagne, et ce n'était pas nécessaire, dans la contrée italienne. Et l'Espagne qui fut une menace à moyen terme pour la France. Alors cela nous mène aux 5 fautes que l'on peut commettre lorsqu'on veut conserver une principauté qui se situe dans une contrée extérieure à la nôtre. La première, ne pas y établir de colonie. La seconde, ne pas venir y demeurer. La troisième, ruiner les moins puissants. La quatrième, faire entrer une entité étrangère à cette contrée, dans cette contrée. La cinquième, travailler à rendre plus puissants les déjà puissants. Parce que le prince qui travaille à rendre plus puissants les entités déjà puissantes, travaille aussi à sa propre ruine. Si je vous prends un exemple du monde professionnel, si vous êtes cadre, imaginons, chez le roi Merlin, et que vous faites rentrer une personne qui a les mêmes compétences que vous, qui a des compétences équivalentes aux vôtres, et qui a un profil très intéressant, vous travaillez à votre propre perte, on va dire. Vous faites rentrer une menace pour vous. Donc faites attention et ne faites pas de choix qui pourraient être préjudiciables pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça me ferait très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 4 du Prince. Pourquoi les États de Darius conquis par Alexandre ne se révoltèrent point contre ses successeurs après sa mort. Allez, à très bientôt.